Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché. Les romans, exception faite des romans policiers, se situent presque toujours dans des milieux privilégiés. Des personnages ont des situations prestigieuses ou que l'on juge telles et ne restent alors que les mouvements et incertitudes du cœur et de l'esprit. Ce n'est pas le cas de ce roman dans lequel les personnages jeunes se débattent dans des situations professionnelles et pécuniaires difficiles, en rapport certainement avec la crise que traverse notre pays. Dans ce contexte-là, la solitude pèse plus encore et existe plus que jamais ce besoin de chaleur et de communication humaine. C'est dans ce livre-là que nous allons trouver cette chaleur et cette communication. Il s'agit de Sauf quand on les aime, roman de Frédéric Martin que je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui. Ce livre est édité chez Belfond. Frédéric Martin, bonjour. Bonjour Monique. Voilà, alors je vous présente rapidement à nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas. Votre premier ouvrage a été édité il y a exactement 10 ans. C'est un anniversaire. Oui, c'est un anniversaire. Et vous aviez d'ailleurs eu à ce moment-là le prix Prométhée de la nouvelle. Car avant les romans, il y a eu beaucoup de poésie et beaucoup de nouvelles. C'est le début de mon travail, oui. Oui. Alors, ces passages du court au long, de la poésie à la prose, cela vous a rassuré? C'était fonction de quoi, en fait? C'était plutôt le désir de ne pas être dans la répétition et de pouvoir explorer diverses formes d'écriture. Et puis le roman, il m'a fallu un certain temps, une sorte effectivement de mise en confiance sur ma capacité à écrire avant d'oser me lancer dans un texte plus long et qui demande une autre technique que la nouvelle. Non pas que ce soit... On peut pas dire que ce soit plus facile ou plus difficile, hein, c'est autre chose. C'est autre chose, voilà. C'est autre chose et ça demande aussi de s'immerger pendant un très long temps, alors que la nouvelle est beaucoup plus percutante, beaucoup plus musclée en termes d'écriture et plus rapide aussi. Oui, et c'est vrai que dans le roman, il y a également un travail de construction encore plus important. Oui, il y a un vrai travail de structure narrative. Il y est aussi dans la nouvelle, mais d'une manière plus subtile, plus légère, alors que le roman demande vraiment une construction plus solide. Et puis, on est dans l'approfondissement aussi dans le roman. Bien sûr. On doit aller plus loin dans ce qu'on a à dire sur les thèmes qui sont abordés à travers le roman. On développe. Voilà. Alors, vous êtes également membre de divers jurys littéraires, président du jury du concours de la nouvelle du Crous de Toulouse. Oui. Membre des jurys de l'Encrier renversé et du prix du jeune écrivain. Alors je l'ai été, mais là j'ai arrêté, oui, parce que ça faisait beaucoup de fonctions bénévoles à mener. Et puis ça veut dire aussi qu'il faut que vous lisiez, ça fait voilà. Oui. Et alors le comité de lecture du prix des 5 continents, vous l'avez arrêté également? Oui, je l'ai arrêté. Je me suis concentrée sur le Crous qui me demande un gros investissement personnel et qui est un concours particulier à mes yeux, puisque c'est le premier concours que j'ai remporté en tant que lauréate il y a plus de 10 ans là pour le coup, et j'y suis très attachée, donc je me suis focalisée de reconnaissance. Voilà, je me suis focalisée sur ce concours et puis petit à petit, alors que je suis restée assez longtemps dans les autres, j'ai fini par laisser aussi la place à d'autres personnes qui ont pris le relais et c'est très bien comme ça. Une question que je pose rarement aux auteurs, est-ce que vous lisez en dehors de votre travail d'écriture? Pour le plaisir, vous voulez dire? Oui. 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 Heureusement. Non, mais il y en a qui se plongent quand même totalement dans l'écriture et qui, ça existe aussi, paraît-il. Oui, des auteurs qui ne peuvent pas lire quand ils sont en train d'écrire. Oui. C'est pas j'ai pas ce problème-là. Non. Moi, je peux lire. Au contraire, même, je suis assez confiante sur le fait que je trouverai peut-être des rebonds à travers les lectures qui me seront, qui me seront proposées à ce moment-là. Ça enrichit ma propre réflexion et je n'ai pas la crainte du plagiat inconscient ou d'être parasité. Non, je n'ai pas cette crainte. Donc, je continue de lire même quand j'écris. Et alors, est-ce que vous animez encore un atelier d'écriture? Oui, j'anime un atelier d'écriture pour le Crous en direction des étudiants, justement, depuis
Ce sera la 3e année, en 2015. Là, on va faire 3 sessions d'une journée. Et puis l'été, j'anime un atelier résidentiel à côté de Gaillac, dans un lieu qui s'appelle Castelnau de Montmiral. Et là, c'est un atelier en direction de personnes qui ont envie d'aller plus loin dans le travail d'écriture, se sont déjà confrontées à lui. Et le thème, c'est du vécu à la fiction, puisque c'est quand même ce passage obligé de tous les aspirants à l'écriture. C'est pour moi de savoir passer du jeu centré ou auto-centré à un jeu voire un il qui s'ouvre vers plus grand que soi. Ah oui, c'est intéressant ce que vous dites. On va parler de votre roman quand même. Oui. Hein. Mais vous dites qu'au départ, c'est vrai que dans le premier roman, on parle de soi, obligatoirement. Et dans les autres aussi ? Alors moi, le premier roman, comme il est intervenu après de nombreuses écritures de nouvelles, j'étais pas confrontée vraiment à ce sujet. Puis très tôt, j'ai dit que je ne voulais pas être au centre je voulais pas être sujet, objet, acteur. Je trouve que c'est il y a quelque chose il y a quelque chose qui me dérange. Et je dis ça et en même temps, un de mes auteurs phares, c'est Charles Julier, qui est au centre complètement, au cœur de son œuvre, mais qui a su le faire avec une vraie dimension qui va bien au-delà de sa propre expérience. Mais en ce qui me concerne, c'est pas ma voix. Et en fait, vous remarquerez que ça a été ce qui a été longtemps reproché aux romanciers français. Qui continue à... Ça s'améliore, hein, quand même. Oui, je sais pas. Oui, je trouve, vu de l'extérieur, moi qui suis de l'extérieur. D'accord. Et enfin, vous êtes dans la modernité, puisque vous tenez une chronique régulière intitulée Mon carnet. Alors ça, c'est sur Internet. Oui, là c'est mon... Je le dis pour nos auditeurs. Voilà, hein. c'est mon site. J'ai un site à mon nom, et à l'intérieur de ce site, depuis plusieurs années, je tiens effectivement un blog, si vous voulez, donc un lieu où je montre parfois des textes inédits, où je transmets des informations, je me fais le relais de choses qui m'intéressent. Mais je suis aussi sur Facebook, donc je suis encore plus moderne que. Oui, alors là, je ne vous suis pas sur ces brises-là. Dans ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Oui, évidemment. Alors, 2 ans pour écrire ce nouveau roman, sauf quand on les aime. 2 ans, vous avez choisi de le situer dans la précarité des petits boulots, la précarité que vivent beaucoup de gens actuellement. J'avais surtout envie de parler de la jeunesse d'aujourd'hui, de nos tout jeunes adultes, et ça passe effectivement pour une grande partie d'entre eux par du travail précaire, du stage, du contrat de 20 heures. Ça bouche les trous à droite et à gauche, et ils ont beaucoup de mal à s'insérer dans une société avec le saint graal du CDI, par exemple, qui d'ailleurs deviennent de moins en moins leur saint graal à eux. Oui, et puis il y a de moins en moins de CDI. Il faut actuellement certainement de nouvelles formes qui sont en train d'émerger, et un autre rapport au travail qui est en train d'émerger, en tout cas de ce côté-là, chez la jeunesse. Alors, vous parlez effectivement du travail précaire, du travail des jeunes confrontés à la précarité. Vous parlez également de la violence, parce qu'en particulier la première scène est une scène violente, et il y en a une autre ensuite, plus tard, dérangeante, mais tellement réaliste. Vraiment, elle paraît très réaliste. Parce qu'elle l'est. Hein. Elle l'est ? Elle l'est complètement, oui. C'est une scène que j'ai vécue. Donc le départ de ce roman, le roman était déjà en travail. J'avais pris des notes, je savais vers quoi j'allais, j'avais mes personnages. Et puis en rentrant de Chalon-sur-Saône, où je faisais une tournée de libraire pour le premier roman, enfin mon roman précédent, dans le train, j'assiste à l'agression d'une jeune femme, très jeune fille, beaucoup plus jeune que mon personnage dans le roman. Et donc on est dans un lieu clos, personne n'ose bouger, tout le monde est tétanisé par cette situation, et moi je peux pas laisser cette jeune fille aux prises avec cet homme. Donc j'interviens, et la scène peu ou prou se déroule de la manière dont elle est racontée dans le livre. Parce que c'est une scène qui m'a énormément marquée. Il s'est passé quelque chose de très particulier entre l'agresseur et moi, comme j'appelle ça un état de grâce entre nous deux. Et il m'a fallu plusieurs semaines, j'étais hantée par cette scène, par cette expérience, et il m'a fallu plusieurs semaines pour comprendre que c'était le début du roman, que ça débuterait comme ça. Oui. Parce que c'était la réalité. J'étais confrontée à quelque chose de très ordinaire et de très contemporain.
Vous parlez il s'est passé quelque chose. En fait, ce qu'on voit dans cette scène très forte, c'est que la personne qui accepte de lui parler, qui vainc sa peur, parce qu'on a tous peur dans ces cas-là, qui va lui parler comme on parle à n'importe quel homme, c'est-à-dire comme on parle à un homme, elle va arriver à établir un contact avec ce garçon qui va se sentir écouté. Peut-être pas compris, mais écouter. Voilà. Oui. Quant à cette jeune fille, elle est jeune, ça la rend vulnérable, c'est une fille, ça la rend vulnérable aussi, et elle est noire. Et je pense que ça la rend encore plus vulnérable. Oui, dans les propos qu'il lui tient, tout de suite la question de la couleur apparaît immédiatement, alors que lui-même est d'origine d'Afrique du Nord, très probablement. Tout de suite se met entre eux une histoire de couleur, puisqu'il la traite de. Il est violent. Il est violent et puis il emploie des mots clairement à connotation raciste. Oui. Pour moi, c'est facile à dire, la première scène de votre roman, c'est vraiment la scène fondatrice qui d'emblée nous pose au cœur d'un problème. Nous avons peur, la peur s'installe, et de plus en plus, et la peur de la violence, la peur d'un peu de tout, et cette peur nous rend lâches. Cette peur nous rend lâches. Je réfléchis en même temps que vous me posez la question. En tout cas, cette peur, j'aurais besoin de plus de temps pour réfléchir à cette question, mais en tout cas, cette peur, elle nous immobilise. Et elle nous sépare. Elle nous tétanise presque. Elle nous immobilise, elle nous sidère. Moi, ce que j'ai vu, ce ne sont pas des gens indifférents autour de moi. Oui. Ce sont des gens qui, comme moi, ont d'abord eu peur. Mais contrairement à eux, alors peut-être parce que j'étais plus proche dans le train qu'elle, peut-être parce que j'ai une fibre maternelle ou maternante assez développée, je ne peux pas dire. En tout cas, cette peur que j'ai ressentie à l'identique des autres, je suis arrivée à la surmonter, parce que de toute façon on allait vers une catastrophe malgré tout. Mais autour de moi, j'ai vu des gens que ça avait sidéré et qui ne savaient pas quoi faire. Pas des gens qui s'en moquaient ou qui étaient indifférents. C'est souvent ce qu'on entend dans ce genre d'anecdotes, mais c'est pas vrai, c'est pas ça. Je crois pas du tout à ça. Mais vous avez su quoi faire. Or, vous étiez comme nous les autres, donc vous avez eu un courage de plus. Eh ben, de toute façon, le courage, c'est avoir peur, mais y aller quand même. Voilà. C'est ça, moi, ma définition du courage. Exactement. Peut-être parce que j'avais quelqu'un à protéger. Le fait d'avoir quelqu'un à protéger, de me mettre tout de suite dans cette position, de vouloir protéger quelqu'un, ça m'a donné de la force, probablement. Et puis, il s'est passé à l'intérieur de moi quelque chose que je suis incapable d'expliquer encore aujourd'hui, mais comme si je m'étais mise à l'écoute d'un instinct. Il y avait rien de cérébral là-dedans. J'ai travaillé à l'instinct, j'y suis allée à l'instinct. Et ça a fonctionné tout de suite. Oui. Comme si on avait établi, lui et moi, un dialogue à un niveau qui était pas un niveau cérébral, qui était à un autre niveau. Voilà. Oui, on s'est connecté tout de suite. Oui. Oui, et c'est là où peut-être en lui vous avez su toucher tous ces sentiments de frustration, de chagrin aussi. C'était lui aussi une victime, c'est-à-dire ce bourreau-là, et je pense que dans des actes de violence isolés, individuels, je parle pas des violences de groupe, mais sans doute aussi que dans cette scène, ce qui me frappe et la raison pour laquelle elle est écrite, c'est que cet agresseur, c'est aussi une victime d'une autre manière. C'est-à-dire qu'il est à la fois bourreau-victime, mais son cas n'est pas un cas isolé. On est tous à des degrés divers, on peut tous être bourreau et victime dans une même vie. On a certainement tous le souvenir d'actes qu'on a posés dont on n'est pas particulièrement fier, de moments où on a été peut-être violent verbalement ou voilà. Donc en fait, c'est un être humain. Juste, il a pris. D'ailleurs, dans la scène, c'est dit, il a tellement. Je crois qu'il avait tellement peur, c'est un homme qui a tellement peur de lui-même qu'il est obligé d'aller dans le monde avec cette violence, parce que sinon, il est écrasé. Vous savez qu'actuellement, il y a un film remarquable qui passe sur les écrans de Momie.
Oui, Canadien. Film canadien, oui. Et effectivement, là, il y a un tout jeune homme qui est violent, qui ne sait pas se maîtriser, qui a une fragilité importante, quand même. Et effectivement, on se rend compte qu'il y a une femme qui, elle, bégaye, elle a eu certainement une commotion assez forte, mais qui arrive à le toucher, à le calmer, à lui parler et à le faire évoluer. Bon, on va pas raconter, nous sommes dans votre roman. En tout cas, alors pour l'heure, nous allons écouter un petit peu de musique et nous revenons à votre roman. Il n'est pas question d'image, ni de se montrer à son avantage. Le temps n'est plus au grand discours, non, aux langues de bois qui tournent autour. Il est question de respect, de maintenant de ce qu'on fait, parce que notre avenir dépendra de notre nature et de ce qu'on aura laissé derrière soi. On n'a qu'une seule vie à vivre et qu'une seule nature. Je voudrais m'en aller sans un regret derrière moi. Il n'est pas question de zèle, ni de chasser le naturel. L'homme est un animal sauvage, qu'il n'est pas fait pour les cages. Il est question d'être 6 milliards, sous le même toit, la même mare, parce que notre avenir dépendra de notre nature et de ce qu'on aura laissé derrière soi. On n'a qu'une seule vie à vivre et qu'une seule nature. Je voudrais m'en aller sans un regret derrière moi. Si je veux me regarder dans la glace et dans le regard de mes enfants, non. Si je veux un jour leur dire en face ce qu'on a fait, ce qui les attend. Parce que notre avenir dépendra de notre nature et de ce qu'on aura laissé derrière soi. On n'a qu'une seule vie à vivre et qu'une seule nature. Je voudrais m'en aller sans un regret derrière moi. Je voudrais m'en aller. Notre avenir dépendra de notre sans regret derrière moi. De ce qu'on aura laissé derrière soi. Pouvoir m'en aller sans un regret derrière moi. Je voudrais m'en aller sans un regret derrière moi. Parole d'auteur. Monique Fauché. Nous retrouvons Frédéric Martin qui vient nous parler de son roman Sauf quand on les aime. 10e roman. Dixième livre, oui, parce qu'il y a eu d'autres choses. Édité chez Belfond. Et nous parlions de la peur, de la violence. En fait, on a peur aussi de la misère. Regardez, il y a des SDF dans la rue. Il y a peu de gens qui s'arrêtent pour leur parler. Je me pose beaucoup de questions sur la peur. C'est une thématique qui devient de plus en plus centrale parce qu'on est des êtres pétris de peur de toutes sortes, qui prennent de multiples aspects et qui nous conduisent à
poser ou des gestes différents, avoir des attitudes, voire à se faire du mal à nous-mêmes. Donc la peur, c'est à la fois un instinct de survie, c'est ce qui permet de protéger son intégrité physique. La peur, elle nous est nécessaire. Si on n'a pas peur, je pense qu'on ne vivrait pas longtemps. Mais en même temps, dans cette organisation sociale telle qu'elle est pensée aujourd'hui, telle qu'elle est vécue aujourd'hui. Oui, vous faites bien d'en parler, parce que nous vivons quand même dans un cocon qu'il n'y avait pas il y a 50 ans quand même, hein. Oui, mais nous vivons dans un cocon, mais nous vivons aussi en même temps dans une société, c'est-à-dire actuellement où de multiples individus tentent de s'accorder pour vivre ensemble, alors que ce sont chacun des individus singuliers avec des perceptions singulières de la vie. Et puis le monde du travail, et puis les inégalités sans cesse renouvelées, et puis la pression sociale, tout ça nous conduit à avoir de plus en plus peur pour notre intégrité. C'est-à-dire qu'il y a un renversement de situation, c'est ça. En lisant votre livre, je me disais, oui, par exemple, cette précarité, quand il y avait du travail pour tout le monde, qu'il n'y avait même pas 100 000 chômeurs, il n'y avait pas cette violence. Et je crois quand même que la précarité, le manque de travail, le manque du coup d'avenir, engendre également la violence. Mais oui, si on n'a pas de perspective, si on peut pas mettre de sens sur son existence, c'est assez difficile d'aller dans la vie avec confiance, pour le Bien coup. sûr. Et puis il y a quand même un problème mondial maintenant qui est une inégalité des répartitions des richesses qui n'est plus tolérable. Une inégalité qui existait autrefois, mais celle-là est de plus en plus forte. Mais qui est de plus en plus forte, avec des écarts qui sont de plus en plus creusés. Voilà, l'Observatoire mondial des inégalités dit que 10% de la population planétaire détient 86% des richesses. Il y a quelque chose qui ne va plus là. Bien sûr. Et c'est ça la véritable violence, elle prend naissance ici. Cette injustice finalement. Dans cette injustice. Alors, cette scène donc qui se passe dans le train engendre différents sentiments, et en particulier chez un de vos personnages essentiels qui reste, comme vous dites, pétrifiée finalement, elle ne sait pas quoi faire, elle est malheureuse de ne rien faire, et par la suite, et cette culpabilité, on va la sentir tout au long de l'ouvrage, elle va traîner cette culpabilité. Oui, c'est aussi la culpabilité, un des sentiments qui nous est le plus familier. Et donc on parle là de Claire et de Tisha, deux des personnages du roman. C'est Tisha qui se fait agresser dans le train, et Claire est présente dans ce wagon, et elle assiste à la scène sans intervenir, parce que elle est du même âge que cette jeune femme. Elle se sent pas armée, enfin voilà, elle n'intervient pas. Mais par contre, en sortant du train, elle va suivre Tisha dans Toulouse, puisqu'on est dans Toulouse, et sa culpabilité va l'amener à lui faire une proposition. Alors, on voit dans votre roman se construire une sorte de famille, et ça, on en parle beaucoup actuellement, et c'est dans ce qui existe de plus en plus, la colocation. Donc, ce sont des jeunes qui vont se rencontrer et qui vont louer et habiter ensemble. Et c'est quand même un substitut de famille. C'est ça, de toute façon, c'est quand même toujours un peu... la famille, ça a toujours été le terreau dans lequel j'ai travaillé mon écriture, puisque pour moi, étudier la famille, je l'ai toujours dit, c'est étudier la société. Donc là, c'est une famille recomposée. Oui. C'est-à-dire, ces jeunes gens, ils ont entre 20 et 25 ans, ils ne vivent plus chez leurs parents, certains sont en rupture de ban avec eux, d'autres sont orphelins, enfin bon, pour diverses raisons. D'autres sont loin. D'autres sont loin. Pour diverses raisons, ces quatre jeunes gens vont se réunir et habiter ensemble, et donc montrer aussi que quand on est plusieurs, on est quand même plus fort et mieux armé pour faire face justement au phénomène dont nous parlions précédemment. On est plus armé, c'est raison pour laquelle les colocations sont de plus en plus courantes, mais y compris maintenant chez des personnes âgées, chez des adultes beaucoup plus âgés que les jeunes gens de ce roman. On sent que le regroupement, la colocation, qui prend diverses formes, est en train de devenir un mode de vie, parce qu'on n'arrive plus à assurer seul on n'arrive plus à faire face seul à ce que cela suppose financièrement de vivre et d'être son propre et seul soutien. Alors, effectivement, il y a l'aspect financier, mais également il y a l'éclatement de la famille qui joue là-dedans. Aussi, oui. Aussi, parce qui accélère le mouvement. Voilà, ça accélère le mouvement, parce que on voit des jeunes qui ne peuvent plus aller dans leur famille, qui est éparpillée, qui est à droite à gauche. Il y a également les personnes âgées qui sont isolées.
Hein, on trouve tout ça. Alors, ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que cette rencontre de ces jeunes gens se fait par-delà les origines, les cultures, les savoirs, les personnalités même, parce que vraiment certains, enfin ils sont 4 en définitive. Ils sont 4. Alors, il y a qui ? Alors on va les présenter. Bon, donc il y a Claire et Tisha dont on a parlé. Vu, voilà, oui, donc départ, Tisha oui. qui est, comme vous l'avez dit, qui est d'origine sénégalaise, qui est donc noire. Claire qui habite à Toulouse avec 2 autres colocataires qui sont Juliette et Kader. Donc ils viennent d'aménager tous les 3 du côté de Jolimont à Toulouse. Et lorsque Claire rencontre Tisha, elle vient se joindre à cette colocation. Au début, c'est pour l'héberger puisqu'elle n'a pas de lieu de point de chute. Puis en fait, elle s'installe dans cette colocation et très rapidement, ils sont tous les 4 colocataires. Voilà. Alors, donc ils font front à la solitude puisque elle-même se rend compte, Tisha, en arrivant à Toulouse, eh bien son projet tombe à l'eau et on voit à un moment. Alors, vous avez parlé de la précarité du travail, et ce qui m'a frappé, j'avais envie de lire ce court passage. Juliette, qui est épuisée, elle fait des ménages, elle travaille, et elle dit: est-ce que ce sera toujours ainsi, sa vie entière vouée à des tâches ingrates pour un salaire qui lui permet à peine de payer sa part de loyer et de courses au leader. Elle a pourtant eu son lot de rêves ambitieux et le pressentiment d'une mission qui la conduirait de voyage en rencontre jusqu'à écrire des livres. Son père aurait-il eu raison en fin de compte? Comment disait-il déjà? Ah oui, socialement tu n'es qu'une merde. Regarde papa, ta fille flotte comme un étron. Où que tu sois maintenant, j'espère au moins que ça te rend heureux. C'est dur, effectivement, parce qu'elle se dévalorise aussi. Alors, c'est pas Juliette qui fait des ménages. Juliette, elle a travaillé dans des CLAI, les centres qui reçoivent les enfants au primaire entre les interclasses. Et ensuite, elle a travaillé en EHPAD. C'est Claire qui fait des ménages. Voilà. Alors, mais celle qui parle là, c'est Juliette. C'est Juliette. Voilà. Oui. C'est Juliette. Juliette, elle travaille des CLAE, par exemple, qui sont un endroit où les jeunes travaillent énormément. Où elle nettoie les chambres, elle occupe. Ah non, mais là, elle est dans une maison de retraite. Là, elle est dans une maison de retraite. Voilà. Mais elle a fait les 2 structures. Elle a travaillé avec elle travaille avec les enfants. Et puis là, au moment où on prend l'histoire dans le roman, elle travaille avec des personnes âgées dans une EHPAD, donc une maison de retraite. Oui, alors un travail dur et très physiquement dur, mal payé, avec des horaires assez exigeants, comme tous ces métiers qui sont quand même des métiers du social où on travaille en direction de l'humain et qui sont de manière assez paradoxale les métiers les moins bien payés, les moins bien considérés, alors que ces jeunes gens s'occupent d'enfants ou de personnes âgées. Enfin, il y a quelque chose là aussi qui est complètement anachronique. Donc voilà, Juliette, elle se dit, mais est-ce que toute ma vie, je vais travailler dans ces conditions-là pour gagner 3 fois rien et tirer la langue tout du bout? Parce que c'est ça l'avenir qui est proposé quand même. C'est de ça qu'il est question. C'est des salaires qui oscillent entre 400 et 700 euros par mois. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec ça euros, bien sûr. Tisha, elle, donc, qui s'est raccordée à ce groupe, elle, c'est une forte personnalité. C'est une baroudeuse, comme on dit. Oui, qui n'a pas la langue dans sa poche, qui a un langage très vert, et d'ailleurs, vous utilisez le langage des jeunes, ce langage cru, mais bon, ma foi, on le sait, on les entend. Elle, la ville a endurci, on le sent. Elle est armée pour se défendre. Bon, on verra plus tard. Pas dans le train, par exemple. Pas dans le train et plus tard. Enfin bon, on va pas raconter l'histoire. Voilà, on va pas raconter toute l'histoire. Mais oui, c'est une forte personnalité et en même temps, elle a ses fragilités comme tout le monde. Bien souvent, quand on est ce qu'on appelle fort en gueule, qu'on l'ouvre, qu'on parle fort, voire qu'on aboie, c'est aussi un manque de confiance. Ça parle aussi d'un manque de confiance. À la fois, c'est une femme qui a beaucoup bougé, une jeune femme qui a beaucoup bougé. Ses parents vivant à l'étranger, eh bien, elle a été obligée de se débrouiller. Mais elle n'est pas exempte de sentir la violence autour d'elle et d'en être effrayée.
malgré tout. Oui. Elle l'a vécu, elle l'a subi. Mais comme elle a été beaucoup seule, moi je dirais que comme jeune femme, on sait qu'être une jeune femme seule, si on n'est pas dans un groupe, si on n'est pas un peu entouré, on est quand même vulnérable. On est vulnérable, oui. Voilà. Frédéric Martin, je vous propose une seconde pause musicale et nous reprenons ensuite. Well, it's by the hush, me boys, and sure that's to hold your noise, and listen to poor Paddy's sad narration. I was by hunger pressed, and in poverty distressed, so I took a thought I'd leave the Irish nation. Here's you boys, now take my advice, to America I'll have, is not becoming. There is nothing here but war, where the murdering cannons roar. And I wish I was at home in dear old Dublin. Well, I sold me horse and cow, me little pigs and sow, my little plot of land I soon did part with, and me sweetheart bid McGee I'm afraid I'll never see, for I left her there that morning broken hearted. Here's you boys, now take my advice, to America I'll have this not becoming. There is nothing here but war, where the murdering cannons roar. And I wish I was at home in dear old Dublin. Parole d'auteur. Monique Fauché. Voilà, avec Frédéric Martin, nous parlons des personnages, 4 personnages très attachants, on pourrait dire 5 même, 4 qui vivent en commun, qui mettent en commun leur solitude, leur peu de moyens, leur gaieté aussi, leur chaleur, leur besoin de communication, des personnages sympathiques. Alors il y a également celui qui entrera pas dans la communauté parce que lui, il veut être libre. Alors c'est Ethan. Alors ça existe également. Alors je pense qu'on dirait Ethan parce qu'il est d'origine anglaise, non ? Il est d'origine anglaise, oui. Mais là on dit Ethan parce que ici Ethan. Alors lui, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut pas s'engager, il veut pas de lien. C'est un solitaire, Ethan, qui c'est quelqu'un. Il est un petit peu plus âgé que nos jeunes colocataires. Il a une 30aine d'années. C'est un homme qui ne peut pas se fixer, qui n'est jamais que de passage partout où il est, et qui a beaucoup de mal avec la société des hommes. À la fois, il est comme tous les êtres humains, il a quand même un minimum besoin de relations pour exister, mais très vite, la société des hommes lui est insupportable, donc il part. Et c'est un peu l'histoire de sa vie. Il y a impossibilité à se fixer, impossibilité à nouer des liens qui perdurent dans le temps, impossibilité à être, à pouvoir rester dans la société humaine. Il décide de partir. Rien sur son visage ne trahit la férocité qui s'est emparée de lui. Les villes aliénées le dévorent. Personne n'est fait pour être dressé de cette manière. Sa liberté sucée jusqu'à la moelle au profit de la monstruosité sociale. Aucune solution, aucune échappatoire ne lui semble possible à cet instant, hormis fuir l'interminable agonie des hommes. Il ira chercher ailleurs un espace dépeuplé, coupé de tout bruit autre que celui de la croissance des racines, dans leur obstination à posséder les sols. Seule l'indifférence implacable des roches, la massivité de l'eau, la pesanteur féroce de la terre, ou encore cette obstination sans état d'âme que la plus insignifiante des herbes engage pour durer, lui éviteront de devenir fou à son tour. Il le sait. Voilà, lui, c'est la nature, il rejette la société. On ne sait pas ce qu'il a vécu, mais en tout cas, il est mal avec la société.
il est mal avec les règles qui nous sont imposées. C'est-à-dire nous avons quand même des droits de base qui sont complètement bafoués. Le droit de se loger, le droit de boire de l'eau, le droit de se nourrir, les choses les plus, les plus vitales du corps sont encadrées et conduisent des gens à avoir faim, conduisent des gens à ne pas savoir où dormir, conduisent des gens dans la misère parce que il y a des règles qui ont été établies et qui disent qu'aujourd'hui, pour répondre à ces besoins-là, eh bien, on doit correspondre à certains critères. Et donc ça lui est insupportable parce que l'air, l'eau, le sol appartiennent à tout le monde. Ils n'appartiennent pas à certaines personnes et puis d'autres en seraient dépossédés. Lui ne peut pas supporter ça. Et la violence que cela génère, la violence que les hommes ont les uns envers les autres, alors que ça va contre leur nature la plus profonde. Ça, moi, j'en suis autant persuadée qu'Étane, que notre nature la plus profonde est une nature empathique. Nous sommes faits pour vivre ensemble et nous sommes faits pour nous aider les uns les autres, en dehors de toute idéologie de quelque sorte que ce soit. C'est vraiment, pour moi, l'être humain est un être de lien. C'est un être à la fois un individu solitaire et à la fois c'est un être de lien. Et lui, Étane, ne supporte pas de voir à quel point nous sommes coupés de nos racines. Alors, évidemment, dans une telle proximité, des relations plus intimes se nouent ou essaient de se nouer. Alors, j'aimerais que vous lisiez, mais peut-être que non. On va aller plus loin parce qu'il nous reste pas beaucoup de temps. On voit justement, ces jeunes gens qui aiment ou qui essaient d'aimer. Et puis il y a aussi, l'une aime. Il y a Kader qui aime Juliette, qui ne l'aime pas, mais qui aime Étane, qui ne l'aime pas. Ça rappelle les intermittences du cœur. Et c'est tout à fait dans n'importe quel milieu, dans n'importe quelle société, on peut rencontrer ça. Kader, par exemple, un amoureux est conduit, malheureux, mais il n'y a dans ce groupe, il n'y a aucune trace de racisme. Et d'ailleurs, lui n'a pas ce soupçon-là. Non. Jamais. Aucun d'entre eux n'est dans cette vision-là du monde. Pour eux, et je pense quand même que beaucoup de jeunes nous montrent aussi la voie de ce chemin-là. Pour eux, ils sont entre êtres humains, noir, blanc, jaune. C'est pas leur truc. En même temps, vous faites pas d'angélisme puisque vous montrez l'intégrisme qui peut exister et l'animosité en Tunisie, par exemple, de la famille de Kader et de cette jeune femme. Oui. Ça existe également. Pas d'angélisme, non, bien sûr. Il y a cette lucidité. D'ailleurs, il y a aussi des échanges assez soutenus entre Tisha et Kader sur la place des femmes dans la société. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme, non pas aujourd'hui, mais de tout temps. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Donc, ils ont des échanges musclés parce que Kader, lui, vient d'une famille d'origine tunisienne qui est croyante, enfin en tout cas croyante et pratiquante, et donc il a quand même été élevé dans une certaine vision de la femme, et Tisha elle en a une qui est tout à fait différente, et lui ça lui demande des ajustements, c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il faut qu'il s'ajuste entre ce qu'il a appris et ce qu'il vit. Bien sûr. Alors évidemment là-dedans on a oublié le retraité, il y a un monsieur retraité qui meurt de solitude, qui souffre intensément de solitude, qui n'en peut plus de solitude, et il va s'agréger au groupe en apportant son calme, sa maturité, son humilité même. Et son humour. Et sa générosité. Et puis son humble amour pour Claire, la violoncelliste. Alors, il y a un drame qui va frapper ce groupe. Alors, pour terminer, Frédéric Martin, j'aimerais que vous nous lisiez ce passage qui est très beau, aux premières lueurs de l'aube. Voilà. C'est du freestyle, hein. Elle me passe voilà. Juste donc entre les deux. Voilà. Aux premières lueurs de l'aube, elles furent tirées de leur sommeil par Farid, qui effectuait ses ablutions. Elles attendirent le chant d'appel du muezzin pour le suivre. Tisha reposait sous la poigne d'un somnifère. Claire et Juliette rejoignirent Farid dans le salon où, en direction de la Mecque, il rendait hommage à ce quelque chose de trop grand auquel il croyait avec la ferveur d'un enfant. Claire et Juliette s'agenouillèrent près de lui, et parce qu'elles n'en connaissaient pas d'autre, elles entamèrent un autre père, suivi d'un « Je vous salue Marie » de leur voix douce, épousant les prières lancinantes de Farid dans sa propre langue. Le silence avait recueilli leur apaisement, avant de le disperser au dehors, dans le ciel sans souffle. Juliette avait pensé au sommeil identique chez tous les hommes, à leur docilité devant la nuit. Ils étaient restés ainsi,
gonflé de gratitude, soulagé pour un moment du désarroi de n'être rien au milieu de nulle part. Voilà. Alors Frédéric Martin, merci pour ce roman très juste d'une Merci, partie de notre société qu'il ne faut pas ignorer, qu'il faut aider parce que c'est jeune, hein, c'est notre avenir. Aimer. Merci pour ce roman alors très sensible et plein de vérité. Donc, en tout cas, alors je rappelle à nos auditeurs qu'il s'agit de Sauf quand on les aime, c'est-à-dire compléter la phrase. Ah, il y a tout à craindre des gens et des jours et des gens, sauf quand on les aime. Voilà quelque chose de très beau. Frédéric Martin, un grand merci. Merci Monique.